Pump It Up, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Pump It Up, le podcast, un nouvel épisode aujourd'hui dans lequel j'ai la chance et la joie d'accueillir Cécile Bréjard. Cécile est dirigeante de l'agence BL Atelier. Bonjour Cécile, merci Bonjour d'être Angélique. ici. Merci. Ce que je te propose, Cécile, pour commencer, c'est peut-être de nous parler un petit peu de ton agence. Oui, alors BL Atelier, je l'ai créé en 2014 avec mon ancien associé. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans maintenant qu'elle existe et on est 7 collaborateurs en multi-activités. C'est-à-dire qu'au sein de l'agence, j'ai des architectes d'intérieur, moi en tant qu'architecte HMONP, conducteurs de travaux, dessinateurs et puis assistante de direction. Voilà. Ok, merci. Qu'est-ce qui, donc ça fait 11 ans que tu es installée, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors, c'est une bonne question. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est tout d'abord que j'ai toujours été dans la création. Depuis 5 ans, l'âge de 5 ans, mes parents en fait, m'ont initiée à l'art, à la peinture, etc. Et j'étais passionnée d'architecture dans le domaine de la montagne. Je voulais faire des chalets. Aujourd'hui, je ne fais aucun chalet, donc à Tours, je ne peux pas en faire. Mais voilà, j'étais passionnée par ça et du coup, j'ai fait un cursus normal, voilà, bac, mon école d'archi à la suite et voilà, ça s'est fait, on va dire, de manière assez naturelle. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu ne peux pas faire de chalet, tu n'as pas choisi la bonne région, effectivement. Non. Mais j'imagine qu'il y a quand même des choses que tu aimes particulièrement dans ton métier. Alors oui, j'aime beaucoup dans mon métier, en fait, c'est la découverte client. J'ai une particularité, c'est que j'aime vraiment questionner le client sur ses besoins, ce dont il a envie, ce qui est d'ailleurs parfois un peu décrié parce que souvent on me dit bah oui mais un architecte ça dessine ce qu'il a envie, ça dessine selon ses envies à lui et pas selon nos envies, ce qui n'est pas le cas. Voilà, nous on prône vraiment le côté du fonctionnel, de l'usage et les besoins de la personne, ce qui fait que toutes les idées farfelues qu'il peut avoir, on va essayer de tendre vers ça, toujours dans la moindre mesure, parce qu'effectivement, s'il me demande des choses qui ne sont pas dans les normes, pas dans l'hygiène, etc., c'est sûr que je n'irai pas dans ce sens-là. Mais voilà, vraiment, c'est la découverte de chacun de mes clients, la découverte de lieux, et comme je fais aussi et du particulier et du professionnel, chez le professionnel, j'aime beaucoup découvrir les métiers. Ok. Et à contrario, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins ou que tu ne supportes pas du tout dans ce métier ? Alors, ce que j'aime pas dans mon métier, c'est l'image qu'on peut avoir de nous. Et c'est le fait de venir chercher notre signature à contre-cœur. Souvent, on m'appelle et on me dit « j'ai un plan, je dois le faire signer parce que je suis obligée de passer par un architecte ». C'est vraiment dommage, en fait, parce qu'on a vraiment une valeur de métier. On n'a pas fait 5 ans d'études pour rien. On est quand même régi par un ordre. Il y a une déontologie. Donc déjà, on ne peut pas signer un plan sans l'avoir conçu nous-mêmes. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand tu vas chez le médecin, tu viens pas avec ton ordonnance pré-remplie et tu demandes pas au médecin de signer. Voilà, signez s'il vous plaît, j'ai besoin de temps, j'ai pas besoin de votre diagnostic. Mais en fait, quand on vient chercher une signature chez un architecte, c'est comme si en fait je faisais un gribouillis sur une serviette en papier dans un restaurant. Et c'est pas la valeur de mon métier. La valeur de mon métier, c'est d'étudier les plans, d'étudier le besoin et de construire réellement quelque chose qui va à l'image de mon client et qui s'intègre dans tout ce qui va être environnement, urbanisme, etc. Et qui va respecter des normes, etc. Et qui va respecter effectivement les normes et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans le bâti. Tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles du pro, du particulier, ça t'amène à étudier et accompagner des projets très très différents. Du neuf, de l'ancien. Est-ce que tu as une préférence aujourd'hui ? Oui, j'ai une préférence pour l'ancien. Parce que déjà, je suis contre l'étalement urbain et contre l'artificialisation des sols. Parce que voilà, je pense qu'on a aujourd'hui un patrimoine existant qui mérite d'être rénové, qui mérite d'être remis en valeur, soit par la rénovation complète, soit la surélévation, soit démolition, reconstruction partielle, etc. Il y a plein de choses à faire. Et moi, ce que j'aime dans l'ancien, c'est l'âme de l'ancien. C'est retrouver des petites particularités, ça soit un ancien carrelage, une ancienne cheminée. Il y a eu une vie, il y a eu des siècles qui sont passés dans certaines maisons, par exemple. Et je trouve que c'est un challenge en plus pour nous. On a des limites.
Alors que quand on a un terrain vierge, on n'a pas de limite, à part peut-être le budget voilà, et les contraintes techniques. Mais dans l'ancien, on a vraiment, moi c'est ce que je recherche, c'est ce côté-là d'aller découvrir et de redonner vie à un lieu. Et tu pars du principe qu'on a déjà beaucoup de bâtis, c'est peut-être pas toujours nécessaire d'aller repartir sur autre chose et délaisser ce qui existe déjà. Effectivement, aujourd'hui, on a quand même un grand parc de logements ou même de bâtiments industriels qui sont laissés à l'abandon. Alors certes, ça a un coût à rénover, mais on a quand même des murs qui sont là, des surfaces qui sont là et qui ne demandent qu'à être rénovées plutôt que de tomber en ruine et finalement devenir presque même un danger pour autrui parce que un bâtiment qui n'est pas entretenu devient un danger. Tu es du coup sollicité sur de nombreux projets. Je crois qu'il y a un sujet qui te titille, qui t'agace un petit peu, c'est quand on te demande une estimation à la louche des travaux. Je crois que ça, c'est un sujet qui t'agace. Qu'est-ce que ça t'évoque en fait? Qu'est-ce que ça fait résonner chez toi? Alors effectivement, souvent on me dit je vous appelle, ce serait pour avoir une estimation. Je dis oui. Déjà on va parler du projet et puis on va visiter le lieu et puis on me demande tout de suite à votre avis ça coûte combien? En fait je sais pas. Alors oui, j'ai des ratios. Je sais à peu près aujourd'hui à combien on arrive au mètre carré en rénovation, au mètre carré en construction, mais c'est pareil, tout va dépendre de ce qu'on va faire à l'intérieur du bâti. Donc aujourd'hui, faire une estimation à la louche sur quelque chose qu'on n'a pas conçu, on n'a pas fait de plan, on n'a pas fait le cahier des charges pour savoir tout ce qu'on allait mettre à l'intérieur, c'est difficile d'estimer. Parce que toi, tu peux avoir envie de mettre du carrelage, on va dire de premier prix, 35-40 € le mètre carré. Et puis j'ai parfois des clients qui ont des envies où c'est du travertin, c'est de la pierre de Bourgogne, et là on n'a plus du tout sur les mêmes prix. Donc c'est difficile de donner une fourchette. Et en plus, ça veut dire que je m'engage sur une enveloppe qui derrière n'est peut-être pas la bonne. Donc si je t'annonce, là, à vue de nez, il y en a pour 200 000, toi tu vas retenir 200 000, mais tu as tes envies au fond de toi, et du coup tu dis, ouais ça se trouve, moi avec ma pierre de Bourgogne, je peux avoir 200 000, sauf que c'est pas le cas. Et des fois, du coup on se retrouve à avoir un budget qui explose derrière, parce qu'on a fait une estimation doigt mouillé. Donc moi aujourd'hui je n'arrive pas à voir comment on peut estimer. Estimer une salle de bain, oui. Changer un carrelage, changer une baignoire en douche, etc. C'est possible. Mais sur une rénovation complète, moi je trouve que c'est très compliqué avec une seule visite de découvrir, d'estimer réellement le bien. D'autant qu'il y a des dépenses invisibles, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant essentielles. Est-ce que tu as des exemples de chantiers qui ont pu être totalement modifiés parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Quand on arrive sur un chantier, on découvre aussi. La plupart du temps, c'est quand on commence à déposer les plafonds, à déposer les murs, même si on a parfois des petits indices par des fissures, par éventuellement quelques taches d'humidité, etc. Là, on se dit, là, il y a un sujet quand même à traiter. Mais moi, ça m'est déjà arrivé sur un chantier où, en fait, le sol était recouvert de linoléum, de VVC, de joncs de mer, etc. Et en fait, quand on a récupéré le bien, la personne qui était là avant a déménagé, une semaine avant qu'on puisse récupérer le bien pour commencer les travaux. Et quand on a enlevé toute la moquette, en fait, l'OSB en dessous était complètement pourri. Et en dessous de l'OSB, les poutres étaient attaquées aussi. Donc en fait, on a eu plus de 10 000 € de plus-value sur le plancher, parce qu'il a fallu refaire le plancher. Parce qu'en plus, on devait accueillir des cabinets dentaires à cet endroit-là. Donc, il y avait le poids du fauteuil et tout. Donc, du coup, oui, ça, c'était une mauvaise surprise. Et dans ces cas-là, quand tu es confronté à ces sujets-là, comment tu accompagnes ton client pour lui faire comprendre que le chantier n'est pas forcément celui qu'on avait imaginé? Alors déjà, on essaye d'anticiper un maximum. J'indique toujours à mes clients que quand on est sur de la rénovation, attention, c'est des chantiers à surprise. Donc, dès on va chiffrer en fait les travaux, on va commencer déjà à annoncer qu'il faut se garder 15-20% d'aléas pour être sûr que déjà on puisse avoir une petite enveloppe qui soit prévue pour ces petits aléas structurels éventuellement, ou plus gros. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un aléa de plus de 50 000 €, un pignon qui allait s'effondrer. Au moment où on a enlevé la charpente, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme fissure qui était cachée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut pas voir malheureusement.
Mais on essaye d'anticiper un maximum pour que le client ait le moins de surprises possible. Voilà. Mais effectivement, dans le bâtiment, on n'est pas à l'abri d'aléas. Et parfois, c'est des aléas, de toute façon, qu'il faut forcément corriger parce que structurellement, la maison peut s'effondrer, etc. Les clients t'écoutent toujours ou parfois, tu en as qui te disent « mais non, ça, je le veux pas et puis je m'en fous, je suis chez moi ». Alors, quand c'est structurel, de toute façon, s'ils me disent « on veut pas », je leur dirais au revoir monsieur, au revoir madame », parce que moi, j'engage ma responsabilité. Donc, à partir de ce moment-là, s'ils veulent pas quelque chose, je m'en vais. En leur donnant tous les tenants et aboutissants derrière. Après, il y a des choses où, malheureusement, on ne peut pas aller à l'encontre d'eux. Alors, je sais que ce qui est toujours frustrant pour une personne, c'est de dépenser beaucoup d'argent qui ne se voit pas. Donc, quand on dépense dans la structure, que ce soit le bâti, que ce soit la charpente, ça ne se voit pas. On fait une grande ouverture de 5 mètres. Oui, on va voir par le visuel que ça va donner, par exemple entre le salon et la salle à manger, mais la poutre IPN et l'ouverture et le temps passé par le maçon, ça ne se voit pas. Sauf que ça a une très grosse valeur. Et donc du coup, souvent les gens sont frustrés d'avoir mis 50 000 € peut-être dans de la structure pour finalement finir avec un carrelage d'entrée de gamme ou de moyenne gamme alors qu'ils auraient souhaité du travertin. Mais moi, je préfère une structure qui me tienne au-dessus de ma tête, où je sais que ma maison, ou mon local professionnel, je pourrais le transmettre de génération en génération et être sûr qu'il tienne debout. Et puis le carrelage, aujourd'hui on en met un d'entrée de gamme et puis demain on se fera plaisir, on aura un peu plus de sous et puis on fera le sol, on fera évoluer la maison. Voilà. Tout à l'heure, tu as présenté ton agence, tu as parlé donc de ton rôle, toi, d'archi, tu as dit que tu avais des collaborateurs et tu as parlé notamment de maîtrise d'œuvre. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un architecte et un maître d'œuvre ? Alors déjà, la différence, c'est que l'architecte peut être maître d'œuvre, mais le maître d'œuvre ne peut pas être architecte. Donc aujourd'hui, l'architecte, il conçoit et il fait la partie maîtrise d'œuvre. La partie maîtrise d'œuvre, c'est donc toute la partie consultation d'entreprise, cahier des charges consultation, et ensuite toute la partie suivi de chantier, jusqu'à la réception. Le maître d'œuvre, il est capable de faire cette partie-là aussi. Après, d'un maître d'œuvre à l'autre, il peut avoir des notions de conception, mais on n'a pas la même formation. On n'est pas... Déjà, le maître d'œuvre n'est pas régi sous un ordre. N'importe qui peut être maître d'œuvre. Malheureusement, aujourd'hui, n'importe qui peut se mettre maître d'œuvre. Après, n'importe qui ne peut pas avoir la décennale. Bon, là, on peut avoir une petite chance là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a énormément de corps d'État, en fait, qui peuvent suivre un chantier. Maître d'œuvre, contractants généraux, entreprises, tout corps d'État. Donc, ils peuvent prendre en charge un chantier et le piloter. Nous, on a la formation où on a eu à la fois la partie conception, à la fois la partie environnement, à la fois la partie normes, sécurité. On a vraiment tout ce panel. Et derrière, on peut en plus apporter notre savoir-faire sur la partie maîtrise d'œuvre et le pilotage. Donc voilà un peu la différence aujourd'hui entre moi et éventuellement d'autres corps d'État. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'intervenants. Alors moi-même, d'un point de vue extérieur, je peux m'y perdre. Ce que j'appelle un architecte, un maître d'œuvre, un courtier, une entreprise de travaux généraux, je ne sais pas comment on dit, ou voilà, tout un tas de contractants généraux, etc. Effectivement, il y a peut-être besoin à un moment donné de remettre un petit peu de sens à tout ça et de redéfinir le rôle de chacun. Oui, alors là, je ne pourrais pas le faire, effectivement, non, pas en quelques maintenant. minutes. Mais disons que ça pourrait être effectivement un sujet à développer pour savoir le rôle de chacun et qui apporte quoi, quels sont les avantages, les inconvénients, et puis que chacun puisse après faire son choix en fonction de ce dont il a besoin pour son chantier. Et puis de connaître les responsabilités de chacun, parce que finalement, c'est de ça qu'on parle. Parce que quand tout va bien sur un chantier, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant où il peut y avoir une difficulté, un litige, un éventuel conflit, et qui peut aller très très loin, qui est responsable de quoi, ça, c'est important de le repréciser. Effectivement. Et après, ce qui est le plus important, je dirais, avant tout, c'est de vérifier qu'il y a des décennales derrière. Si un artisan, il a sa décennale, si un contractant général, il a sa décennale, si un maître d'œuvre a sa décennale, normalement, le chantier est couvert. C'est quelque chose qui n'est pas souvent contrôlé. En tout cas, pour des personnes qui vont essayer de faire par eux-mêmes et ne pas être accompagnées soit par un architecte ou un maître d'œuvre, souvent, par exemple, ils font intervenir des entreprises et pour faire de l'expertise judiciaire
aujourd'hui dans le cadre de mon métier, je vois parfois beaucoup de choses qui pourraient être évitées parce qu'en fait, il n'y a déjà pas eu de vérification de la décennale. Et si la décennale couvre aussi les travaux pour lesquels on engage l'entreprise. Voilà. Donc le charpentier, il peut avoir une décennale sur la partie charpente. Il vous aide à monter un mur. S'il n'est pas assuré pour cette partie-là et que le mur s'effondre, demain, quid de la responsabilité. Voilà. C'est important de repréciser tout ça. Et en plus, tu l'as dit, tu interviens sur des dossiers en expertise. Donc, tu as dû en voir beaucoup des cas de ce type-là où, finalement, à qui on attribue la responsabilité, on redécortique tout le chantier. C'est un vrai plus dans ton métier aujourd'hui d'avoir eu ces cas d'expertise. Oui, en fait, l'expertise judiciaire m'a beaucoup appris parce que malgré tout, quand on sort de l'école d'architecture, on n'est pas préparé au terrain. Là, vraiment, pour être franche, on nous apprend la conception, on nous apprend à faire du beau, de l'esthétique, à gérer tous ces éléments-là. Mais quand vous êtes sur le terrain, en fait, vous apprenez au travers des agences, des petites agences. Même pour mon expérience, en tout cas, j'ai beaucoup plus appris en petite agence. Parce qu'en fait, t'es mis sur le terrain tout de suite. T'as pas le choix. T'es pas à dessiner toute la journée. D'un moment, on te dit va sur le chantier. Ok, j'y connais rien, mais c'est pas grave, j'y vais. Voilà. Oui, l'expertise judiciaire. Du coup, quand je me suis lancée là-dedans, ça m'a permis déjà de me questionner sur des choses que je connaissais pas forcément. J'arrive, je découvre. Tout de suite, je vais faire référence au dossier technique. Je me renseigne, je m'appuie de ce qu'on appelle de sapiteurs, donc c'est des personnes externes, que ce soit des bureaux d'études, d'autres sachants, qui vont m'apporter des réponses. Et à l'issue de ça, je fais un compte-rendu. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris aussi comment ça se passait dans la loi, comment on était protégé, comment justement il fallait se protéger par des écrits, par des études complémentaires. Donc oui, ça m'a beaucoup apporté dans mon métier et encore aujourd'hui, ça m'apporte beaucoup. On a vu la différence entre l'architecte et le maître d'œuvre. Je crois qu'il y a un autre sujet qui te fait sourire, c'est quand on te demande la différence entre un architecte d'intérieur et un architecte d'extérieur. Oui, souvent on me dit, vous êtes architecte d'extérieur ou d'intérieur ? Alors je dis d'intérieur non, même si j'en ai dans mon équipe. D'extérieur non plus. D'extérieur, pour moi, c'est un paysagiste, qui va créer des espaces, des aménagements extérieurs. Mais un architecte d'extérieur, ça n'existe pas. Voilà. On est architecte tout court, architecte HMONP ou DPLG pour d'autres de mes confrères. Mais voilà, aujourd'hui, l'architecte, il a une vocation à pouvoir justement être à la fois sur l'enveloppe extérieure et sur la partie intérieure. On a un métier qui nous permet vraiment d'être sur une enveloppe globale, de réfléchir sur un ensemble, une périphérie. On ne pose pas juste un bâti comme ça. On va réfléchir à son environnement, on va prendre en compte le PLU, plan local d'urbanisme, éventuellement tout ce qui va être contrainte architecturale, puisqu'on peut être aussi en zone architecte des bâtiments de France. Donc, on a cette possibilité et on a cette compétence de pouvoir voir vraiment large. Mais on a aussi la compétence de pouvoir aller jusqu'à l'intérieur. J'ai des confrères qui vont être spécialisés, par exemple, en scénographie, dans tout ce qui va être peut-être hôtellerie, etc. En fait, on a la possibilité, avec notre métier, de se placer un petit peu où on veut dans le bâti. Une petite précision, ça fait 2 fois que tu parles de architecte HMONP versus DPLG. Est-ce que tu peux juste repréciser la différence ? Alors toi, tu l'as dit HMONP, mais juste peut-être repréciser ce que c'est. Alors, architecte DPLG, ça voulait dire diplômé par le gouvernement. Et en fait, ça a disparu. Alors, je ne voudrais pas donner de mauvaises dates, mais ça a disparu en fait pendant que j'étais dans mes études à Paris. En fait, il y a eu un petit changement au niveau en fait de toute l'organisation des études en architecture. Et du coup, on a basculé pour changer le nombre d'années. C'est-à-dire qu'un architecte, il était DPLG à la fin de ses années d'études. Donc, il faisait ses 5 ou 6 ans, je ne sais plus, à cette époque-là. Et il passait ce qu'on appelait le diplôme de fin d'études. Et à partir de ce moment-là, il était DPLG, il pouvait s'installer. Et la partie HMONP, ça veut dire habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand même beaucoup d'architectes allaient sur le terrain et n'avaient pas de notion sur comment monter une agence, les acteurs qu'il pouvait y avoir autour de nous. Et donc maintenant, on fait notre diplôme en 5 ans. Au bout de 5 ans, on est diplômé d'État. Et ensuite, on peut passer notre 6e année. Elle n'est pas obligatoire. Et cette 6e année, c'est la fameuse habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre qui nous permet derrière de nous installer et de s'inscrire à l'ordre. Donc quelqu'un qui va sortir avec un diplôme d'État ne pourra pas s'inscrire à l'ordre. Et une fois qu'on a la HMO, on peut s'inscrire à l'ordre. Ok, merci pour cette précision. Tu l'as évoqué, du coup, tu m'as servi une transition toute faite. Tu t'entoures, tu l'as dit, alors en interne, bien sûr, tu as ton équipe, mais ça ne suffit pas pour aborder un chantier. Tu as autour de toi une équipe d'artisans, de partenaires, etc. Comment tu choisis les entreprises avec lesquelles tu travailles ? Alors, je les choisis par leur qualité de travail, c'est-à-dire que je les fais travailler déjà sur des petits chantiers pour voir comment elles réagissent par rapport au pilotage, à notre organisation, à leur savoir-faire aussi. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'elles partagent déjà les mêmes valeurs humaines que moi. Si à chaque fois que je demande quelque chose, elles traînent des pieds, on ne s'entend pas, ça ne sert à rien de continuer. Je les prends aussi par rapport à leur réactivité, leurs conseils. Je considère qu'un chantier, ça se fait à deux. En tout cas, ça se fait à deux, à plusieurs même. C'est quand je vais être sur un questionnement, sur tiens, comment on va pouvoir, justement, sur un aléa par exemple. Sur un aléa, moi je vais avoir une idée, mon entrepreneur va me dire non, je pense que ça serait mieux peut-être de faire comme ça coûterait moins cher, ou je peux te proposer une autre alternative. Ça, j'aime. Plutôt que l'artisan qui me regarde dit je fais quoi ? Fais ça. Ah ouais, non, ça me plaît pas. Il y en a qui sont réticents. Donc ça fonctionne pas avec moi. Donc j'aime bien avoir une relation avec mes entreprises où je sais que je peux leur faire confiance. Je sais qu'elles vont être fortes de propositions et qu'on va avoir un échange qui soit constructif plutôt qu'être en confrontation constante. C'est le même parallèle que tu utilisais tout à l'heure avec la médecine où tu as le généraliste qui va solliciter ses spécialistes autour et qui va aller chercher une connaissance, une expertise un peu plus poussée que celle que lui pourrait avoir. C'est ça. Donc l'architecte, c'est le généraliste et il va chercher ses spécialistes. Tout à fait. Est-ce que parfois, donc tu choisis tes équipes, tes artisans, tes entreprises, etc. Est-ce que parfois ça t'arrive qu'un client te dise ok pour vos intervenants, par contre le plombier, je veux que ce soit mon beau-frère, enfin quelqu'un que je connais. Et du coup, comment ça se passe pour toi ? Alors, j'accepte pas du tout des entreprises externes à mes équipes. Surtout si c'est le beau-frère du beau-frère, le meilleur ami, le voisin, voilà. Ça, j'évite. Pourquoi ? Parce que souvent, ça génère de l'immixtion pendant le chantier. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut bien se passer. Puis d'un seul coup, ils ont décidé de prendre l'apéro ensemble, ça peut arriver. Et puis finalement, ils refont le projet, où du coup, ils s'arrangent sur des choses. Et nous, on est au courant de rien. Parce que même si on essaye de faire en sorte que le client nous donne toutes les informations possibles, ou on dit à l'entreprise, surtout quand vous avez une information, vous nous la donnez, ça se passe jamais comme ça. On l'a vécu sur plusieurs chantiers, comme ça, où on a accepté de prendre des entreprises externes à nos équipes. Ça s'est rarement bien passé. Voilà, il y a toujours eu des petits soucis. Donc, j'accepte éventuellement des entreprises qui ont l'habitude du bâtiment. Par exemple, je travaille chez un professionnel, il me dit j'ai un électricien, c'est lui qui fait la maintenance depuis 10 ans sur le bâtiment. Je vais pas l'écarter, je vais le consulter. Mais il ne faut pas que ça soit le copain du copain ou le beau-frère du chef. Voilà. C'est pour éviter tout problème et toute immixtion sur le chantier. Et sur le plan légal, donc tu as des relations contractuelles avec tes prestataires, partenaires, mais je crois aussi qu'il y a des pratiques qui sont interdites, et on parle notamment de rétrocommission dans ton métier. On n'a pas le droit, je pense que c'est nécessaire de le rappeler. Oui, la rétrocommission pour un architecte est interdite. C'est carrément inscrit dans notre déontologie. Donc, c'est-à-dire qu'on ne perçoit aucun pourcentage de par nos entreprises. Ça nous l'est complètement interdit. On doit être impartial au niveau des projets et de nos clients. Et puis d'un autre côté,
moi, j'ai jamais compris parce que, en fait, ceux qui pratiquent ça, parce qu'il y a des professions qui ont le droit de la pratiquer, cette rétrocommission. Mais en fait, ils baissent leurs honoraires, ce qui leur permet d'avoir des tarifs très compétitifs. Sauf que derrière, ils récupèrent un pourcentage sur les entreprises. Il y a des entreprises, elles vont jouer le jeu, elles se disent c'est un apporteur d'affaires, je n'augmente pas mes prix parce que c'est le montant que je pourrais mettre, par exemple, chez un apporteur d'affaires lambda ou dans de la communication. Sauf que d'autres, qu'est-ce qu'elles font ? Elles augmentent le prix. Donc, finalement, le client, il pense faire une économie quelque part, finalement, qu'il ne récupère pas parce que les pourcentages sont réinjectés chez l'entreprise. Donc, en fait, c'est assez transparent. Nous, c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est que quand on annonce des honoraires à 10%, 12% du montant des travaux, souvent on nous dit « Ah, mais vous êtes cher !» L'autre, il propose 6%. Ah oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il prend aussi 6% ou peut-être plus sur les entreprises. Donc, vous le réinjectez en fait dans les travaux et vous n'y voyez rien. Personnellement, moi, je préfère être complètement transparente sur mes honoraires qui correspondent vraiment à un temps passé et que derrière, le client, il puisse se faire plaisir, en fait, finalement, avec le pourcentage que pourrait donner une entreprise, autant qu'il l'injecte directement dans ses travaux. Après, on crée quand même des partenariats avec certaines entreprises ou même, par exemple, tout ce qui va être fournisseur, pour faire bénéficier à nos clients éventuellement des réductions, mais ce n'est pas nous qui touchons la réduction, c'est le client. Et c'est le fait qu'on travaille régulièrement avec les fournisseurs et certaines entreprises qu'on peut obtenir derrière éventuellement des prix dégressifs, essentiellement par exemple chez les cuisinistes. Chez les cuisinistes, ça nous arrive, si on leur amène régulièrement des clients, ils font bénéficier d'offres, mais pour nos clients, pas pour nous. Oui, et là, ce sont des offres à la baisse. Ce n'est pas des frais ou des commissions qu'on va rajouter. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus objectif, on est neutre et c'est des relations qui sont saines. Exactement. Pour terminer, Cécile, si tu pouvais faire passer un message à quelqu'un qui veut construire ou rénover une préco, quelque chose, spontanément, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, quel qu'il soit, c'est déjà de bien définir ses besoins. De faire la liste de tout ce dont il rêve, en face éventuellement des surfaces. Il faut noter, il faut faire comme une checklist, c'est un peu la liste du Père Noël, mais c'est important en fait finalement de faire ça. Et la deuxième chose, c'est d'aller voir son banquier et de demander jusqu'à quelle enveloppe finalement il peut investir dans son projet. Parce que j'ai beaucoup de personnes souvent qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie de savoir combien ça coûte. Et en fonction de combien ça coûte, je verrai si je fais le projet. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'est-ce que je veux ? Combien je peux mettre dans mon projet ? Et moi, après, mon rôle, ça va être de dire « Ok, vous avez cette enveloppe, vous avez cette liste du Père Noël, ça rentre pas. » Voilà, c'est comme à Noël, les enfants, ils font leur liste de cadeaux. Les parents, ils cumulent, ils disent « Ah non, mais vu le montant, c'est hors de question, c'est pas possible. On fera moitié cette année, moitié l'année prochaine. » Et bien en fait, dans un projet, c'est pareil. On fait la liste de ce qu'on veut, on regarde le budget qu'on peut y mettre, et après, on voit si on peut le réaliser, si on peut le réaliser éventuellement en plusieurs phases, parce que c'est aussi possible. Voilà, mais en tout cas, il faut au moins ces deux éléments pour bien démarrer un projet. Oui, et pas avoir à y revenir après, parce que c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a des aléas, il y a tout ça, donc il faut bien tout prendre en compte pour être sûr qu'on va se rapprocher au maximum du besoin ou du rêve de ton client. C'est ça. En fait, moi, je les pousse à arriver au maximum pour anticiper derrière les modifications, parce qu'il n'y a rien de pire que de déconstruire pour reconstruire. Parce qu'au bout de 2 ans, on a décidé que finalement, on aurait dû prévoir une buanderie ou des choses comme ça. Donc, j'essaye de dire, on rêve un maximum, on dessine, on chiffre, déjà, on sait notre enveloppe à combien on est, et après, on voit comment on fait. Est-ce qu'on phase ? Est-ce qu'on le réalise ? On ne le réalise pas ? J'avais une personne qui m'avait dit un jour que sur 80% de projets, seuls 30% étaient réalisés. Juste dû à une seule chose, un manque de préparation. Ouais. Voilà. Donc plus on prépare en amont, plus on anticipe, mieux ça se passe. Ouais, ça vaut pour énormément de choses, ça. Exactement. Et du coup, ton rêve à toi, pour les 10 prochaines années, ce serait quoi ?
Alors, mon rêve, et ça, c'est prochainement, je dirais, parce que en fait, je veux vraiment commencer à vulgariser mon métier, à apporter des conseils. L'idée aussi que j'ai dans les prochains, je pense que ce sera l'année prochaine, de mettre en place aussi tout ce qui va être podcast pour pouvoir justement amener des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans des projets immobiliers, que ce soit la rénovation, du neuf, etc. Et apporter vraiment des clés et oui, c'est ça, vulgariser notre métier parce qu'en fait, on a un métier qui est quand même difficile. Le domaine du bâtiment, on a l'impression qu'on peut tous s'y mettre, alors que c'est pas le cas. Donc, il y a des choses à connaître pour pas se faire avoir. Et donc, c'est vers là que j'aimerais tendre, en tout cas dans les années proches. Puis les années lointaines, une belle prospérité de l'agence avec encore de beaux projets. On a quelques petits projets sympas sous le pied et qui, j'espère, vont voir le jour dans les années à venir. Bon, Voilà. c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, de beaux podcasts rapidement et une belle envolée, un beau développement pour l'agence. En tout cas, merci beaucoup Cécile d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis si vous voulez prendre la place de Cécile dans un prochain podcast, n'hésitez pas à nous solliciter.